Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés. Aujourd'hui, on va s'intéresser au bras de fer entre le militant écologiste Paul Watson et les autorités japonaises. Le fondateur de Sea Shepherd est en prison au Groenland à la suite d'une demande d'interpellation qui émane du Japon. En toile de fond, la lutte contre la chasse aux baleines et les modes d'action aussi de Paul Watson qui font débat quand il va jusqu'à saborder certains navires baleiniers. Alors, le capitaine à la barbe blanche est-il un pirate ou un héros? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans Les Clés. La première, les clés. « 21 juillet 2024, sur le port de Nuuk, la capitale du Groenland, un combi de police s'approche d'un bateau venu faire le plein de carburant avant de reprendre la mer. Plusieurs policiers montent à bord et signifient à l'équipage la raison de leur intervention. Nous avons un mandat d'arrêt international venant du Japon. Il passe alors les menottes aux mains d'un homme aux cheveux blancs, à la barbe blanche. C'est Paul Watson, qui, la tête basse, est forcé de quitter son navire. Les policiers l'embarquent dans leur véhicule. Il est arrêté suite à une notice rouge de l'organisation Interpol. C'est le Japon qui a demandé son arrestation et son extradition en raison de ses activités anti-chasse à la baleine. C'était en 2010 dans les eaux de l'Antarctique. Alors, pour faire mieux connaissance avec Paul Watson et comprendre ce qui se joue là, on va revenir en arrière sur 3 dates clés. Premier arrêt dans l'histoire, nous sommes en 1977 sur la banquise au Canada et l'actrice Brigitte Bardot donne une conférence de presse. Le phoque est en voie de disparition. Si vous lisez les statistiques depuis 1900, vous verrez qu'en 1900, il y avait 10 millions de phoques et que maintenant, il y en a 800 000 à peine. Il faut que vous le sachiez, vous ouvriez vos yeux et que vous vous disiez, même si depuis 300 ans, la chasse aux phoques fait partie de nos traditions, eh bien les traditions changent et seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Elle intervient dans le cadre d'une campagne lancée par Greenpeace pour dénoncer la chasse aux phoques. Parmi les militants présents, l'un des cofondateurs de Greenpeace, le jeune Paul Watson, qui va s'illustrer lors d'une action en allant s'emparer de la matraque d'un chasseur de phoques pour la jeter à la mer. Si Greenpeace était là pour montrer et dénoncer, lui veut carrément agir pour arrêter, empêcher la chasse. Et c'est cette divergence sur le mode d'action, sur la définition même de l'action non violente, qui va provoquer le divorce entre Paul Watson et Greenpeace. Deux ans plus tard, on retrouve Paul Watson dans un autre rôle. Il est capitaine à la barre de son navire, le Sea Shepherd, une ONG qu'il a créée en quittant Greenpeace, et il chasse et harponne un baleinier pirate dans les eaux portugaises. Un choix assumé et revendiqué par le jeune capitaine qui s'en explique alors. La seule méthode efficace avec ces baleiniers pirates, c'est de les mettre hors service une fois pour toutes. Alors, on a décidé de sortir le Sea Shepherd et de les pourchasser. Et à 3, on les a percutés en plein centre, à une vitesse de 12 nœuds, faisant un trou de 2 mètres sur 3 dans leur coque. Endommager le Sierra, c'est une victoire pour les baleines. Cela met à mal l'industrie baleinière. L'industrie baleinière fait maintenant l'objet d'une enquête internationale et elle n'est pas fière. Et le bateau pirate en question, le Sierra, harponné donc par le Sea Shepherd, devra ensuite rentrer au port pour réparation. Il sera coulé par 2 mines quelques mois plus tard. Sea Shepherd impose donc un mode d'action qui va susciter beaucoup de débats. Certains en dénoncent la violence, d'autres estiment que c'est la seule voie d'action possible. Ce que dit Paul Watson lui-même d'ailleurs,
en pointant la réalité spécifique de la mer et des océans qui, selon lui, a des allures de Far West. Il existe de nombreuses lois et régulations pour les océans, mais personne n'est là pour les faire respecter. Alors, il fallait que quelqu'un agisse. Et Paul Watson ne va pas seulement agir contre des baleiniers pirates. Au début des années 2000, il va se trouver de plus en plus confronté aussi à des baleiniers affrétés par le Japon. Ce qui nous emmène à une dernière image. Nous sommes en 2010. Un trimaran ultra rapide, qui s'appelle Lady Jill, affrété par Sea Shepherd, fait face à un baleinier japonais bien plus gros que lui, le Shonan Maru. Le trimaran harcèle le baleinier pour l'empêcher de chasser des cétacés, puis, à un moment où les deux bateaux sont à l'arrêt, le baleinier se remet en route, tout à coup pique vers le trimaran et vient le percuter, lui arrachant toute la pointe avant. La scène est filmée depuis une autre embarcation. 6 membres d'équipage de Sea Shepherd se retrouvent à la mer et seront repêchés sains et saufs. Le bras de fer entre le Japon et Paul Watson, qui a entre-temps quitté Sea Shepherd pour fonder la Captain Paul Watson Foundation, dure depuis plus de 15 ans. Le Japon lui reproche des attaques de baleiniers et des coups et blessures. Paul Watson et ses avocats, eux, estiment que des pièces ont été fabriquées de toutes pièces pour l'accuser. Et l'affaire, aujourd'hui, mobilise des défenseurs de l'environnement aux 4 coins du monde. Bonjour Michel Genet. Bonjour. Vous êtes avec nous en studio pour commenter ce qu'on vient d'entendre là et se pencher sur ce personnage très particulier de Paul Watson, sur le bras de fer aujourd'hui entre lui et les autorités japonaises. On va d'abord expliquer que vous êtes un ancien directeur de Greenpeace, Greenpeace Belgique, vous avez été président de Greenpeace Europe, vous connaissez donc bien le monde de la militance écologiste, vous avez travaillé du côté d'Etopia, le centre d'études également. Et aujourd'hui, vous travaillez du côté de chez Médecins du Monde. Mais donc, on va revenir surtout sur ce que vous avez connu en tant que militant écologiste. D'abord, j'ai envie d'avoir votre avis à vous sur Paul Watson. Comment est-ce que vous considérez ce personnage, son action? Je le disais, c'est un personnage qui divise, à la fois héros pour certains, et d'autres qui estiment qu'il transgresse des lignes rouges qu'il ne devrait pas transgresser. Alors c'est effectivement un personnage assez controversé, et en particulier au sein de la famille Greenpeace, puisque c'est un des cofondateurs de Greenpeace en 1970, et puis pour des raisons qui ne sont pas toujours claires, lui dit que c'était justement une différence d'approche de l'activisme. Il a quitté l'organisation, il a créé Sea Shepherd quasiment dans la foulée, avec ce qu'il appelle une approche, je reprends ce terme, non-violence agressive. À Greenpeace, on a toujours défendu une approche de non-violent direct action directe non-violente, et c'est vrai qu'on a pu reprocher, et ça a été de longues polémiques pendant de nombreuses années, à Paul Watson son côté sabordage, sabotage de bateaux, etc., des choses auxquelles Greenpeace ne se livrait pas. Pour le reste, je pense que la sincérité du personnage est totale. Il y a ce moment séminal qu'il explique où il se trouve entre des chasseurs de baleines russes sur un petit dinghy, c'est Greenpeace toujours à l'époque, et des baleines. Et il y a cette baleine qui essaie de protéger son troupeau et qui est sur le point de mourir. Il y a un échange de regards entre Watson et elle. La baleine était sur le point de renverser le bateau, puis ne le fait pas, comme s'il comprenait que Watson est là pour la défendre. Et lui s'est dit à ce moment-là, alors il avait déjà évidemment été sensibilisé à ce genre de cause auparavant, que vraiment sa cause c'est de défendre les baleines. Il est vrai que c'est enfin à la fois je pense que c'est un animal qui nous touche tous en particulier, je dirais, qu'il y a quand même une loi qui existe depuis 86, il y a un moratoire sur les baleines avec 2-3 pays qui font exception, dont le Japon principalement. Et comme vous l'expliquez, la baleine est un symbole important pour le Japon. On a un peu de mal à comprendre pourquoi, à vrai dire, si ce n'est qu'après la guerre, c'était vraiment une ressource de protéines importante pour la population japonaise et que
Du coup, il y a une sorte de fétichisme, entre guillemets, autour de la chasse à la baleine, contre laquelle Paul Watson s'est toujours opposé, et parfois de manière assez radicale. Alors, agressive, non violente, on peut discuter, évidemment. Les faits qui lui sont reprochés ici, il s'en défend complètement en disant « mais c'est pas vrai, c'est manipulé et tout ». Mais c'est vrai qu'on a toujours eu un certain malaise à Greenpeace, entre guillemets, en portant Peace dans notre nom. C'est difficile, évidemment, de se livrer, même à des manières non violentes, agressives, comme il le dit. Et c'est pour ça que ça a toujours été un peu compliqué entre nous, mais c'est quelqu'un d'assez admirable de par la continuité, la sincérité de son combat, et lui dit, moi je suis là pour les baleines, les humains je m'en fous à la limite, tout en disant aussi, tout en ayant une approche quand même un peu plus systémique de dire, si on tue nos océans, ce qu'on est en train de faire, soyons clairs, eh bien on tue aussi la vie sur Terre. C'est peut-être important de rappeler justement à quel point la baleine, dans les écosystèmes marins, dans notre biodiversité, c'est un élément très important. C'est pas juste un symbole, la baleine, et la défense de la baleine, qui est le combat d'une vie pour Paul Watson. C'est un vrai enjeu pour notre environnement, ce qui lui vaut d'ailleurs un très très large soutien, y compris, je pense, de personnes qui parfois ont aussi quelques réserves sur son action. C'est vrai que c'est un animal protégé qui est assez essentiel pour la diversité de nos océans. Et au-delà de ça, il a pris aussi la défense des dauphins pour le moment sur les îles Féroé. C'est ça qui rend la complication de son cas, puisqu'il est arrêté par le Danemark, et le Danemark n'est pas un de ses amis, ou Paul Watson n'est pas un des amis du Danemark, puisque on l'a parfois oublié, mais les îles Féroé sont sous contrôle danois, et donc il s'oppose aussi à la chasse aux dauphins là-bas, et qui sont effectivement des éléments importants pour la biodiversité marine, et qui sont le symbole de cette déplétion, je dirais, des océans. Alors on va revenir dans un petit instant avec vous, Michel Jeunet, sur justement les questions que pose le mode d'action de Paul Watson. Mais je voudrais rester un instant encore sur cet enjeu de la baleine et aller justement du côté du Japon, puisque vous en parliez il y a quelques instants. On va aller voir comment cette affaire, elle est vue côté japonais. Et pour ça, on va rejoindre notre correspondant sur place qui s'appelle Bernard Delattre. Alors Bernard, d'abord une première question. Qu'est-ce que l'on dit dans la capitale japonaise de cette affaire Paul Watson ? Est-ce que l'extradition éventuelle de Paul Watson, elle fait débat au Japon ? Non, parce que ce n'est pas un sujet de conversation ici. Aucun Japonais ne m'a parlé de Paul Watson depuis son arrestation. Pas un seul. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il sache de qui il s'agit, parce que ce n'est pas un sujet dans les médias non plus. Depuis cet été, je n'ai pas vu le moindre reportage sur Paul Watson dans les journaux télévisés. Et dans la presse écrite, à peine l'un ou l'autre entrefilait. Un seul et unique journal l'a éditorialisé sur la question, c'est le Sankei Shimbun, qui, ce n'est pas un hasard, est un quotidien conservateur et nationaliste, et qui a donc répété l'argumentaire habituel, aucune clémence pour l'éco-terroriste Watson, l'absolue nécessité de perpétuer une tradition culinaire séculaire, de défendre l'exception culturelle nippone et tout ça. Bref, à l'en croire, cette croisade mondiale contre la chasse à la baleine relève en fait du racisme anti-japonais. Au-delà, les médias ne se passionnent pas pour ce dossier, non pas parce qu'ils le jugent trop délicat, mais parce qu'ils se disent qu'il n'intéresse pas les gens. Les Japonais ne mangent quasiment plus de viande de baleine. Oui, et ça c'est assez étonnant, on a des chiffres qui sont assez éloquents, 1600 tonnes par an, ce qui ferait, si on fait des petits calculs pour les Japonais, à peu près 50 grammes par habitant et par an. Voilà, c'est 150 fois moins que dans les années 60 et 2000 fois moins que la quantité de porc ou de poulet qu'ils consomment. Ce n'est pas pour rien si l'industrie baleinière n'emploie plus qu'1 millier de personnes et ne survit que grâce aux subventions faramineuses de l'État. 300 à 400 cétacés sont tués chaque année par les baleiniers japonais. Eh bien, Arnaud, figurez-vous que la plupart du temps, leur viande va au frigo, faute de débouchés commerciaux. Elle est stockée dans les immenses congélateurs de l'agence des pêcheries, l'administration qui gère la ressource maritime ici. Ou alors on essaye de les couler dans les cantines scolaires, aux grandes dames des enfants, car cette viande a une odeur très prononcée et un goût assez fort, paraît-il. Donc les écoliers préfèrent nettement les burgers. Mais dans ces conditions, pourquoi la chasse à la baleine reste-t-elle un enjeu national au Japon ? On a un peu de mal à comprendre. Parce que depuis le milieu des années 50 et quasiment sans interruption, ce pays est gouverné par le même parti de droite qui est à la fois ultra-conservateur et nationaliste. Au passage, cette absence d'alternance explique pourquoi l'archipel est fossilisé, politiquement incapable de se réformer. La chasse à la baleine n'est plus qu'une activité marginale, mais ces nationalistes continuent de l'élever au rang de fierté nationale pour des raisons purement politiciennes, pour flatter l'électorat conservateur et âgé. Sur le thème, le Japon qui résiste face au monde entier, qui défend nos belles traditions, etc., etc. Ce parti au pouvoir est d'autant plus à l'aise en la matière que ce n'est pas un sujet de débat dans les médias, on l'a dit, et pas non plus dans la classe politique. L'opposition ne réclame pas l'arrêt d'une telle activité.
Et puis, ce qui joue sans doute aussi, c'est qu'il n'y a pas de parti écologiste au Japon. Il y a des associations de défense de l'environnement, oui, mais pas de parti vert proprement dit représenté au Parlement. Et s'agissant des ONG, leur priorité va plus à la lutte contre le réchauffement climatique, aux énergies renouvelables, etc. Eh bien, merci Bernard Delattre pour ces précisions. Quand on entend ça, c'est très particulier, Michel Jeunet, puisque on a le Japon qui demande l'extradition de Paul Watson par rapport à cet enjeu des baleiniers qu'il est allé attaquer en mer ou perturber en tout cas dans leur travail. Et on comprend qu'au fond, au Japon, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour la population de pouvoir continuer à manger de la baleine. C'est plus un positionnement politique du gouvernement japonais. Et donc là, on a une affaire surtout politique qui est en train de se jouer autour de Paul Watson. Alors, deux réponses, une qui va dans votre sens et une qui illustre peut-être autre chose, mais qui date de quelques années. La première qui va dans votre sens, c'est que clairement, il apparaît que pas mal de politiciens sont originaires des côtes où se trouvent le millier de baleiniers chasseurs à la baleine qui restent, et que du coup, voilà, ils font de l'électoralisme pur et simple, et ça, on ne peut pas le reprocher, c'est une pratique, je pense, mondiale, de pratiquer l'électoralisme. À côté de ça, Greenpeace, en 2008, au moment où j'arrivais dans l'organisation, avait aussi confronté le Japon à ces contradictions, dans la mesure où, à ce moment-là, le traité international permettait au Japon et à l'Islande notamment de continuer la chasse à la baleine, soi-disant pour des recherches purement scientifiques. Et deux activistes de Greenpeace avaient mis à jour, en fait, un trafic de viande de baleine. Et donc, dans un premier temps, l'opinion publique a vraiment été avec Greenpeace en disant oui, c'est scandaleux, c'est pas possible, etc. Et puis, dans un deuxième temps, j'imagine aussi à l'instigation de quelques stakeholders divers, voire des politiciens, l'opinion publique s'est complètement retournée contre les deux activistes de Greenpeace qui ont failli faire de la prison, etc. Heureusement, ça a pris quand même un an et demi, un juge les a remis en liberté. Mais on a vraiment vu justement cette opinion publique qui n'est peut-être pas très active pour le moment autour de la question de l'extradition de Paul Watson, mais vraiment se retourner, dire c'est notre fierté nationale, on attaque le Japon, c'est scandaleux, etc. Et Greenpeace est une organisation qui nous attaque. Donc il faut voir, effectivement pour le moment c'est assez calme, je crois que c'est surtout les politiciens qui sont derrière cet activisme autour de la baleine, je dirais, mais ça peut très vite se retourner. Et ce refrain du patrimoine national que serait la baleine pour le Japon, sans doute qu'il porte effectivement, puisque je lisais d'autres chiffres ce matin qui disaient qu'il n'y a plus que 12% des Japonais qui consomment de la baleine, mais que 60% d'entre eux soutiennent le fait que le Japon puisse continuer à exploiter et à chasser du coup la baleine dans des conditions très particulières, puisque vous le dites bien, c'est quand même plutôt sous des motifs de soi-disant recherche scientifique, mais alors, on sait très bien que l'enjeu, il est véritablement commercial. Et d'ailleurs, le Japon, progressivement, s'est tout à fait décomplexé par rapport à cette question, puisqu'aujourd'hui, il ne s'embarrasse plus de dire que c'est pour des recherches scientifiques et il affrète même de nouveaux baleiniers pour aller chasser la baleine. C'est ça qui justifiait le fait que Paul Watson se trouvait au Groenland parce qu'il voulait aller rejoindre le Japon pour attaquer, entre guillemets, ou immobiliser ce nouveau baleinier. Mais c'est clair que le Japon est allé très très loin, puisqu'il est sorti de cette commission internationale de protection des baleines. C'est le seul pays à l'avoir fait, qu'il a été condamné par la Cour internationale de La Haye en 2016 à l'instigation de l'Australie qui a dit non mais on voit tous les baleiniers japonais qui viennent tuer les baleines dans nos eaux australiennes, et que donc maintenant ils se contentent juste de chasser la baleine autour du Japon, mais pour des raisons qui sont clairement commerciales. L'alibi de la recherche scientifique est complètement tombé. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable, alors que effectivement la menace l'espèce est menacée, et que on sait tout l'impact que la baleine peut avoir sur la biodiversité des océans. Ça reste quelque chose manifestement profondément ancré dans la culture japonaise, ou en tout cas dans la tête de certains politiciens japonais. Au point d'ailleurs donc que le gouvernement japonais subsidie cette exploitation de la baleine, puisque en fait c'est pas du tout rentable, et donc s'il n'y avait pas l'argent de l'État pour y compris doper, puisqu'il y a même des objectifs d'expansion de cette pêche et de ce commerce de la baleine, alors que ça ne répond visiblement pas à une demande très forte au sein de la population. X% chaque année de viande de la baleine, comme votre confrère le disait, reste dans des frigos parce qu'elle n'est pas consommée, effectivement. C'est très particulier. Alors on va revenir maintenant à Paul Watson proprement dit, à ses modes d'action, parce qu'il me semble, Michel Jeunet, que ces modes d'action, ils séduisent une part importante aussi de l'opinion publique qui se demande si, face à de tels enjeux, il ne faut pas passer effectivement à des modes d'action parfois qui utilisent la violence, des modes d'action plus forts pour faire bouger
bouger les lignes. Et on va d'ailleurs se rendre compte que tout cela est assez largement soutenu dans ce petit florilège de réactions diverses suite à son arrestation qu'a compilé pour nous Sarah Pousset. À Bruxelles, Toulouse, New York ou Paris, les manifestations en soutien à Paul Watson se sont multipliées. Au niveau politique, Emmanuel Macron dit suivre le dossier de près. Le Parlement européen aussi a débattu de cette incarcération en séance plénière jeudi passé. Plusieurs élus se sont succédés devant l'Assemblée pour dénoncer cette arrestation, comme l'écologiste française Marie Toussaint. Exigeons haut et fort du gouvernement danois la non-extradition et la libération immédiate de Paul Watson. Free Paul Watson. Un soutien politique qui fait écho à l'importante mobilisation civile française, le pays d'accueil de Paul Watson. En fait, Paul Watson fait le boulot que les États ne font pas, c'est-à-dire faire respecter la loi internationale puisque la chasse baleinière est illégale depuis 1982. Le journaliste Hugo Clément a lancé une pétition pour la libération de Paul Watson et a déjà récolté près de 765 000 signatures. Un État voyou qui continue à tuer illégalement des baleines pourrait faire taire définitivement un activiste qui protège ces animaux menacés. Qu'on aime ou pas le style Paul Watson, il s'agit là d'une injustice révoltante. On ne doit pas mourir en prison pour avoir sauvé des baleines. Dans les médias, on a aussi vu plusieurs lettres ouvertes, du milieu du cinéma dans Libération ou de vétérinaires chez nous dans La Libre. Sur le compte Instagram Free Paul Watson, des vidéos de Stéphane Bern, Nagui, Pierre Richard ou encore Laurent Baffy demandant sa libération. Salut, c'est Laurent Baffy, je vous fais une petite vidéo pour demander la libération de Paul Watson qui est emprisonné au Danemark. Il risque l'extradition au Japon. Le mec, toute sa vie, il s'est battu pour sauver des baleines et il mérite mieux que de croupir dans une prison au Japon. Libérez Paul Watson. Merci pour lui. À l'international, des messages sont aussi arrivés de Jane Goodall, spécialisée dans l'étude des primates, ou du grand chef Raoni en Amazonie. Même James Bond, alias Pierce Brosnan, a exprimé son soutien aux défenseurs des baleines. Michel Jeunet, je rappelle que vous avez travaillé en tant que directeur de Greenpeace, président d'ailleurs aussi de Greenpeace Europe, sur ces questions environnementales dont on parle ici. Revenons sur les modes d'action, parce que c'est ça surtout qui divise. Certains estiment que aller couler des navires, puisque c'est ça qu'il a fait à un certain moment, aller aussi harceler des navires, essayer de s'entrechoquer parfois avec des navires pour les perturber dans leur action de chasse à la baleine, ce n'est plus de la militance écologiste, c'est, pour certains, presque de l'éco-terrorisme. Et en même temps, on entend les mots de Paul Watson dans l'introduction tout à l'heure, qui dit, comme il n'y a personne qui fait le boulot dans le Far West de la mer et des océans, si nous, on ne fait pas ça, il n'y aura personne pour le faire, et tout le monde va pouvoir continuer à faire ce qu'il veut, y compris les Japonais avec les baleines. Comment vous vous prononcez, vous, par rapport à ce dilemme ? Alors, sur le cap, je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi, parce qu'il y a aussi ce jugement vendredi de condamnation à 1 an de prison des activistes qui ont lancé de la purée de tomates, je pense, sur le Van Gogh là, dans un musée à Londres. Je pense que Paul Watson a raison. En tant qu'environnementaliste, on a toujours essayé de faire modifier les lois, en disant si on fait évoluer le cadre législatif, ma foi, on atteint notre objectif. Et puis, il se fait qu'effectivement, dans ce cas-ci, comme j'exprimais tout à l'heure, le cas de Greenpeace en 2008, le soi-disant alibi de faire de la recherche scientifique pour les baleines se traduisait en fait en trafic de commercial, et donc personne n'avait l'air de s'émouvoir de ça et de faire appliquer les lois à ce sujet-là. Donc quelque part, c'est clair qu'il y a une forte légitimité de Paul Watson à dire vous ne respectez pas les lois, donc personne n'est là pour le faire respecter, donc moi je le fais. Oui, parce qu'ici l'enjeu n'est pas tellement de faire aboutir des lois qui protégeraient. Les lois, elles existent. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les faire respecter et qu'il y en a qui s'asseyent royalement dessus. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'on a toujours essayé en tant qu'activiste, y compris à Greenpeace, d'affirmer la légitimité de nos combats. Ici, la légitimité de Paul Watson, elle est flagrante. Alors, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais c'est pour des tiers, donc pour des baleines. Et lui dit, au moins, grâce à ça, on a sauvé 500 cétacés cette année, grâce au fait que la chasse n'a pas eu lieu. Donc, je pense qu'effectivement, on ne peut avoir que de la sympathie pour ça. C'est plus compliqué quant aux moyens qu'il utilise, mais ça nous renvoie vraiment à la question actuelle de dire, puisqu'il y a une totale surdité à tout ce qui est enjeu environnemental, on en parle très peu dans, l'accord du gouvernement flamand ce week-end, j'ai lu en diagonale, mais je pense pas qu'on parle de climat, on en parle très très peu dans les négociations pour le gouvernement fédéral, on en parle très très peu aussi avec le nouveau gouvernement français, on a très peur que Trump passe parce que ce sera encore pire que ce qu'il a fait auparavant, donc on est vraiment dans une période où alors qu'on a eu de l'espoir, notamment en 2008, rappelez-vous
cette grande manifestation de 100 000 personnes à Bruxelles, avec les jeunes qui ont suivi Hanouna et Adélaïde, qui sont deux jeunes femmes remarquables pour dire ça ne va pas, et tout ça. Et puis aujourd'hui, on est vraiment au point mort. Et donc ça justifie le fait que pas mal d'activistes, notamment des jeunes, se disent que faire ? Il faut qu'on trouve d'autres moyens de le faire. Ça justifie à vos yeux ? Parce que la question, elle va se poser sans doute de plus en plus. Exactement. On entend de plus en plus de voix qui disent, comme ça n'a pas l'air de bouger au niveau politique, on s'est mobilisé, on a fait passer le message, on nous a dit oui, on vous écoute, parfois on a modifié des cadres législatifs, mais il y a une série de lignes qui ne bougent pas, et on entend de plus en plus de voix, notamment dans le soutien ici à Paul Watson, pour dire peut-être qu'il faut passer à des actions plus violentes, jusque y compris certains qui théorisent l'idée qu'il faudrait faire exploser des oléoducs pour sortir plus vite des énergies fossiles. Comment vous vous positionnez là-dessus, vous Michel Genet, en tant que militant justement pacifiste, non violent, mais convaincu qu'il faut avancer sur ces questions-là? Alors je vous avoue que c'est un immense dilemme moral, honnêtement, parce qu'à la fois il y a une forme de fatigue de dire on a tout essayé, qu'est-ce qu'on peut encore essayer, il n'y a rien qui fonctionne, donc pourquoi pas s'attaquer directement à ça, mais le côté non violent que j'ai profondément ancré en moi fait en sorte que j'ai du mal. Alors je pense qu'effectivement s'attaquer à des biens et non pas à des personnes reste sans doute la ligne rouge. Enfin, ne pas s'attaquer à des personnes reste vraiment la ligne rouge à ne pas dépasser, et pourquoi pas s'attaquer à ce qui est vraiment cause directement le réchauffement climatique, comme un oléoduc ou quoi. Mais je pense que ça va nous emmener dans une forme d'anarchie, d'autant plus que ce qu'on constate, c'est que en face, il y a de plus en plus une criminalisation de l'activisme écologique, notamment avec ces deux braves filles là, qui sont fait condamner à 1 an de prison. Il y a des tas de violeurs qui s'en sortent pour moins que ça. Il n'y a même pas un sursis, elles vont être en prison pendant 1 an. On arrive vraiment à une forme de radicalisation du combat d'un côté comme de l'autre, avec en plus un enjeu de classe sociale, puisqu'on voit que manifestement les riches avec leurs jets privés, etc., polluent plus. Et donc on va vraiment là aussi sur ce domaine-là vers un monde d'un peu de fracas. Et donc franchement le dilemme pour moi il est très très compliqué. Et en un mot, vous craignez justement qu'on ait une dérive plus radicale, plus violente aujourd'hui autour de ces questions-là, parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas, parce qu'il y a aussi ces tensions sociales qui sont inhérentes là derrière en quelques secondes. Je garde toujours l'espoir qu'il y ait un leadership suffisant pour faire bouger les choses, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas trop, donc oui, je pense qu'on va aller vers des conflits un peu plus chauds sur les matières environnementales et climatiques. On le savait depuis de longues années, et puis on le constate de plus en plus, et donc c'est un peu affligeant. En tout cas, une chose est claire, même chez ceux qui, du côté des militants écologistes, ne soutiennent pas les modes d'action de Paul Watson, il y a une très large mobilisation pour empêcher son extradition au Japon, avec la crainte là-bas d'un procès qui pourrait ne pas être équitable. On sait que par ailleurs, le Japon applique une tolérance zéro très ferme face à ce qu'il considère comme de la délinquance et de la criminalité. Ce qui fait dire aux avocats de Paul Watson que s'il part là-bas, il sera immanquablement condamné et emprisonné. C'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la très riche réalisation sonore de cet épisode Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Merci de nous suivre quotidiennement dans ce podcast. Si vous souhaitez nous écrire, nous suggérer des thèmes à creuser, une adresse lesclés@rtbf.be.